Oui. Bon, ben, bonjour tout le monde. Je suis vraiment très heureux de pouvoir vous parler dans les circonstances parce que je me faisais un plaisir de présenter un peu mon travail puis de rencontrer mes lecteurs dans le cadre du festival au Parc La Fontaine. Mais bon, vu les circonstances, c'est sûr c'est un petit deuil à faire, mais bon, je présume que vous êtes des milliers en train de m'écouter. Fait que ça me rassure. Euh, bon, ben pour ceux qui ne me connaîtraient pas, Jean-Paul Hyde, moi je fais de la bande dessinée depuis, mon Dieu, depuis le dernier siècle. J'ai travaillé pour Crow, magazine Crow, d'ailleurs, dont voici le dernier numéro qui est en vente en kiosque, un numéro spécial qui est toujours disponible. Alors, si vous voulez faire la file à l'épicerie avec votre masque et vos gants, vous pouvez toujours le trouver. Et puis donc, j'ai fait ça pendant 10 ans. J'ai publié une série qui s'appelait Jérôme Bigras. Jérôme Bigras, qui est une espèce de série de méta-BD, donc la BD qui joue beaucoup sur les codes de la BD. Il y a plusieurs volumes qui sont sortis, qui ont été repris dans un recueil qui s'appelle Des tondeuses et des hommes, que voici, édition La Pastèque. Par la suite, j'ai fait un album vraiment un album à part, Le fond du trou, dont vous avez peut-être entendu parler, peut-être que vous l'avez lu, avec un véritable trou au centre, comme vous le voyez ici. Et c'est donc une histoire où les personnages sont aux prises avec un trou qui a une incidence sur tout le scénario, puisque les personnages peuvent passer à travers la page pour éventuellement aller vers le futur, vers le passé. Ça devient une espèce de vortex à voyager dans le temps. Parallèlement à mon aventure dans l'humour, dans les années 80, à la fin de Crow, donc au milieu des années 80, 90, j'ai été avec un comparse, un vieux chum, Claude Paiement, dramaturge, un gars avec qui j'avais déjà eu une expérience de lecture, d'écriture pour le théâtre il y a fort longtemps. Et on s'était dit ensemble, ben, ça serait le fun de se lancer dans un espèce de projet plus ambitieux. Et c'est à ce moment-là on a commencé à faire des collaborations ensemble. Bon, la toute dernière qu'on a faite, c'est La femme aux cartes postales, qui est sortie en 2016, qui a été un énorme succès, je dois avouer, par rapport aux albums que j'ai sortis. Ça a eu une très, très grosse résonance. Moi, j'en suis très, très heureux. D'autant plus que ça a eu beaucoup d'écho chez les gens qui ne lisent pas nécessairement de la BD. Alors moi, c'était vraiment un but que je m'étais donné, c'est d'essayer d'aller chercher des lecteurs de romans, quelque chose de plus large que ça. Mais là où je voudrais en revenir, c'est qu'au début de cette année, on a ressorti la première collaboration qu'on a fait, Claude et moi, et qui s'appelle Memoria. Memoria, c'était à la base, donc sorti, écoutez, dans les années, fin des années 90, début des années 2000. Memoria est un album de science-fiction, initialement édité sous forme de diptyque. C'était deux albums à une époque où, il faut bien le dire, ce genre de bande dessinée-là ne s'éditait pas. Voilà, donc vous pouvez voir le visuel un petit peu de ce que ça donnait. Ça ne s'éditait pas au Québec. À l'époque, au Québec, les quelques éditeurs qu'il y avait, c'était très artisanal. Il y avait un éditeur qui éditait du jeunesse et du familial, appelons ça comme ça, qui faisait de la couleur. Nous autres, on espérait pouvoir trouver un éditeur. Pour ça, on s'est lancé un petit peu dans le projet sans même avoir d'éditeur. On a eu une subvention en se disant, un jour, il y a un éditeur au Québec qui va se réveiller, qui va vouloir faire ce qu'on fait depuis des décennies en Europe, c'est-à-dire s'adresser à un lectorat adulte ou jeune adulte, comme la majorité des titres se faisaient en Europe. Et alors, on est allé présenter ce projet-là aux éditions Mille, qui sont devenues les 400 coups, et eux autres nous ont dit, ben, on attendait un projet comme ça. Et donc, ça a été un petit peu l'ouverture de la BD québécoise vers un lectorat plus vieux, mais je veux dire, c'est pas que dû à moi, parce qu'en même temps que moi sortait Vaureau avec La Mare au Diable, il y a eu Grégoire Bouchard avec Planète Twist, il y a eu plusieurs titres comme ça qui sont arrivés, et en même temps, évidemment, les années 2000, c'est aussi l'arrivée de La Pastèque, Mécanique Générale, donc tout le renouveau de la bande dessinée québécoise, plus axé vers l'autofiction, le roman graphique, etc. Donc, c'est un livre qui a eu un très gros succès critique. Je dois avouer que moi, j'ai lu des critiques, ma tête passait plus dans la porte quand je lisais ça, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui attendaient d'avoir quelque chose comme ça. Mais le problème, c'est que cet album-là n'a pas rencontré son public parce que vous,
qui êtes devant moi en ce moment, vous n'étiez pas là. En fait, le lectorat de bande dessinée était encore très axé vers la bande dessinée. C'est quelque chose pour les enfants, c'est quelque chose pour apprendre à lire, et puis on passe à autre chose de plus sérieux. Aujourd'hui, les choses sont très différentes, ce qui fait que au cours des dernières années, on s'était dit, plusieurs éditeurs étaient intéressés à le reprendre. C'est un livre qui est passé de catalogue en catalogue, de maison d'édition en maison d'édition. Et finalement, ben, c'est à la pastèque que paraît Memoria. C'est un livre dont je suis très, très fier parce que c'est un livre qui... ben écoutez, je vais vous faire un peu le pitch de l'histoire parce que c'était un livre qui parlait de réalité virtuelle avant même que la réalité virtuelle existe. Du moins, elle existait dans les fantasmes de technologie de scientifiques. Alors, Memoria, c'est en fait l'histoire. Donc, Memoria, c'est une ville. On est dans les années 30. Benjamin Blake est un chauffeur de taxi qui connaît la rue comme le fond de sa poche. Il prend un jour une cliente qui oublie une valise sur sa banquette arrière. Et à partir de ce moment-là, toute sa vie va chavirer. Il va apprendre, en fait, que lui et ses concitoyens sont, en fait, des figurants d'une ville virtuelle, une ville qui n'a pas d'existence propre, en fait, qui n'a pas d'existence physique. C'est une ville qui a été conçue dans des studios, qui a été dessinée, qui a été programmée, designée pour que des gens qui viennent d'une autre dimension, qui est en fait la réalité, puissent venir assouvir leurs instincts, les tabous et tout ce qu'ils ne peuvent pas faire dans la vraie vie. Donc, et en même temps que ça s'est sorti, c'était un peu dans l'air du temps parce que sort La Matrice la même année, Cronenberg sort Existence, et donc tout ça va faire qu'on va... c'est un peu dans l'air du temps et c'est un sujet qui me donnait le vertige, évidemment, parce que l'idée qu'on puisse faire un espèce de monde où tout est factice, ben, ça donnait énormément des perspectives très intéressantes pour la science-fiction. Alors, on me demande, est-ce qu'il va y avoir un projet de suite à Memoria? Non, il n'y aura pas de suite à Memoria parce qu'on a décidé en fait de partir avec Claude vers un autre projet qui s'appelait la femme aux cartes postales. On avait gardé une porte ouverte parce qu'à l'époque, évidemment, c'était très long de réussir à financer ces projets-là. Donc, on se disait, ben, qui sait, laissons une porte ouverte. On avait une petite idée pour un éventuel tome 3, mais honnêtement, on est rendu ailleurs. Ceci dit, Claude et moi, on travaille déjà sur un autre projet, mais bon, on verra quand est-ce que ça va sortir parce qu'on est très lent et on peaufine et on est des enculeurs de mouches les deux. Fait que c'est très long. Mais donc, c'est ça. Écoutez, on pourrait revenir peut-être un petit peu les images, les premières images pour vous parler. Voilà celle-ci. Donc ça, ce que moi, à l'époque, ce que je faisais, c'est que je travaillais vraiment en couleur directe. C'est la dernière fois que j'ai travaillé en couleur directe. Je teignais mon papier carrément. Donc, j'enlevais les blancs et j'avais des scènes qui étaient, bon, une scène, c'était fait sur fond vert et je rajoutais par-dessus les blancs au pinceau. Donc, ça m'éliminait toute la lumière et je travaillais vraiment au pinceau en rajoutant le blanc plutôt que de partir du blanc du papier, ce qui donnait un effet très, très lumineux à tout ça. C'était en couleur directe aussi. C'est des très belles pages. En fait, j'en ai quelques-unes ici. Je ne sais pas si vous pouvez les voir, mais en fait, bref, c'est vraiment des pages. Celle-ci était vraiment faite sur fond carrément noir, sur lequel j'ai appliqué de la gouache, les encres, etc. C'était aussi une époque, donc je ne touchais pas à l'ordinateur, alors qu'aujourd'hui, je n'ai plus ouvert un pot de peinture depuis cette époque-là. Je ne fais que ma coloration. Je fais que ma coloration directement à l'ordinateur. Même si je fais mes dessins maintenant sur papier toujours, mais ce qui m'arrive de faire, en fait, c'est que je fais mes esquisses à l'ordinateur. Une fois que j'ai tout placé, j'ai tout mis en place, je l'imprime sur un papier bleu très pâle et là, je finalise, mais au crayon. Je ne fais plus d'ancrage, je fais vraiment une finalisation au crayon à mine, tout simple, une espèce de crayon HB, donc qui est mon meilleur ami. Et par la suite, je vais renumériser ce final-là pour le coloriser avec Photoshop, tout simplement, en rajoutant des textures avec des pinceaux qui imitent un petit peu l'effet d'aquarelle, etc. C'est le principe aussi que j'ai fait pour la femme aux cartes postales, soit dit en passant.
Je peux peut-être vous parler de mon prochain projet. Mon prochain projet s'appelle Le Petit Astronaute. C'est un projet sur lequel je travaille depuis quand même quelques temps. J'ai quelques images à vous montrer. D'ailleurs, c'est une image où on voit les personnages qui vont être présentés. Le Petit Astronaute, c'est une histoire qui est très différente de ce que j'ai fait auparavant. C'est une histoire euh, qui est axée sur, c'est très personnel, c'est une histoire qui est inspirée en fait de ma vie à moi. Pour ceux qui ne sauraient pas, moi j'ai un enfant qui est un enfant multi-handicapé, qui s'appelle Axel, aujourd'hui il a 19 ans. Donc avec déficience intellectuelle, avec déficience physique, c'est un handicap quand même assez sévère. Et je savais, moi, depuis longtemps, que c'est un sujet que j'aurais à traiter un jour ou l'autre en bande dessinée. Mais évidemment, ça prend du temps. Moi, les premières ébauches de ce scénario-là, pour vous dire, ça date d'il y a 15 ans. Alors, j'ai retrouvé ça dans mon disque dur. Euh, Ça prend du temps. Pourquoi? Premièrement, moi, je ne suis pas nécessairement versé vers l'autofiction. C'est pas dans mon ADN, contrairement à d'autres dessinateurs. Il faut aussi du temps pour pouvoir avoir la distance pour parler d'un sujet sans qu'on soit pris trop émotivement et qu'on soit surtout capable, ce qui est très difficile en autofiction, de faire la différence entre ce qui est vrai de ce qui est intéressant. Puis ça, ben, il faut être capable aussi donc de faire le deuil de trucs que nous on aime, de trucs que qui nous ont touchés beaucoup, mais qui ne servent pas d'histoire. Et donc, à travers tout ça, j'ai cherché une manière de le raconter, et au final, je vais le raconter à travers une histoire de fiction. Donc, on peut peut-être regarder les planches, les dernières planches de la sélection que j'ai faite. Voilà, donc ici, vous voyez, c'est Juliette, le personnage principal. Elle est dans la mi-vingtaine et on la voit au centre. Elle a 5 ans et c'est un peu à travers elle que l'histoire va se raconter. C'est l'histoire de Tom, c'est le petit garçon qu'on voit en bas d'image. Tom, c'est un enfant qui parle pas, qui parle en fait. Il va apprendre à parler en pointant des pictogrammes. C'est un peu l'histoire de mon fils. Hein? Il pointe des pictogrammes dans un tableau pour s'exprimer, ce qui est assez ironique pour un père qui est auteur de bande dessinée, d'avoir un enfant qui parle comme ça, ensuite en séquence d'images. Et puis, donc c'est ça, ça se passe dans Rosemont. C'est Rosemont, la petite patrie, ça se passe dans la petite Italie, c'est des lieux que je connais, c'est un lieu où j'habite, mais c'est pas une histoire où on va vraiment faire la reconstitution architecturale comme je l'avais fait pour la femme aux cartes postales. C'est très introspectif. C'est l'histoire en fait de Juliette qui va se remémorer sa jeunesse parce qu'elle retourne chaque année sur les lieux où elle a vécu son enfance, donc la ruelle où elle a appris à faire du vélo. Elle passe devant les cours de ses amis où elle a démoli des piñatas aux anniversaires. Elle se remémore tout ça. Elle va donc se remémorer l'arrivée de ce petit frère-là, étrange, qui naît comme ça avec un handicap très sévère. Et elle va essayer de s'expliquer ce qui a l'air d'être à la base une espèce d'injustice du destin à travers une histoire qu'elle va se raconter à l'âge de 5 ans. Elle va s'inventer cette espèce de conte-là qui est le conte du petit astronaute. Donc ici, vous voyez les images, donc c'est en couleur, ça va faire plus ou moins 150 pages d'après moi. C'est encore une fois des fonds colorés. Cette fois-ci, alors là, on voit une image, ça se passe au marché Jean Talon, vous reconnaîtrez les lieux. C'est inspiré de scènes pas nécessairement que j'ai vécues, c'est l'avantage de la fiction. Hein. La fiction, ça me permet de raconter des trucs qui ne me sont pas nécessairement arrivés, qui ne sont pas arrivés non plus aux personnages que je mets en dessin, mais c'est des scènes composites, en fait, faites de trucs que j'ai entendus, de trucs qui sont arrivés aux amis de mon fils à l'école, par exemple, parce que c'est un milieu, je suis un peu un témoin privilégié, j'ai le droit d'entrer dans cette bulle-là auquel peu de gens ont accès, qui est le monde des enfants lourdement prématurés, donc toute leur jeunesse, leur scolarité dans les garderies, donc toute l'inclusion qu'on fait la place qu'on fait à ces enfants-là. Et moi, ce que je cherchais à faire, évidemment, c'est certainement pas un livre triste, c'est un livre au contraire, j'espère qu'il est un livre lumineux,
Puis c'est un livre qui raconte une belle histoire, surtout simplement, je voulais pas faire un livre mode d'emploi, ni un livre qui raconte le deuil d'un père, ou non, je voulais simplement faire une belle histoire où on voit des gens heureux avec un enfant handicapé, mais une vie chouette, en fait, une vie simple et ordinaire. Parce que moi, je me suis rendu compte, en fait, que c'est quelque chose, moi, qui m'a manqué quand on a eu le diagnostic avec ma blonde. On n'avait pas de modèle. Et c'est là que tu te rends compte qu'en fait, les seules choses que tu vois dans les seules choses que tu lis euh, sur le handicap, c'est toujours quand on parle de problèmes, les problèmes d'inclusion, les problèmes de services, tous les problèmes qui sont reliés au handicap, mais on ne te montre jamais d'exemples positifs. Et en fait, je me suis dit, au fond, ce que j'essaie de faire, c'est d'écrire le livre que j'aurais aimé lire, en fait, à l'époque, tout simplement. Écoutez, voilà. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des questions? Non, j'en vois pas. Alors, ben c'est ça, écoutez, je bosse là-dessus énormément. Ça, c'est un scénario que je fais tout seul, bien sûr, donc sans Claude. C'est un projet que j'ai vraiment travaillé là-dessus en vase clos, donc je l'ai montré à très peu de personnes. Il y a ma blonde qui l'a lu, il y a ma fille qui l'a lu, il y a mes éditeurs qui l'ont lu, c'est à peu près tout. Donc, c'est une histoire, moi, qui me touche beaucoup. Je veux dire, moi, on, quand je lis ce scénario-là, pour être bien franc, moi, j'ai à le lire au complet. J'ai le moton, il faut que je m'arrête au milieu. Même aujourd'hui, une fois que la bande dessinée est déjà bien amorcée, ma blonde, c'est la même chose. On a les yeux dans l'eau quand on lit ça. Ma fille qui a inspiré le personnage principal de Juliette, c'est la même chose. Alors, on se pose toujours la question, puis moi, je suis un grand inquiet. À l'époque où je faisais Memoria, par exemple, on avait instauré carrément un espèce de comité de lecture d'amis pour être bien sûr que l'intrigue fonctionnait. Là, je ne suis pas là-dedans du tout. Déjà, la femme aux cartes postales, on ne faisait pas ça, on se faisait confiance. Et là, vraiment, c'est vraiment, je me lance en me disant, bon, ben, j'espère avoir la sensibilité pour savoir ce que mes lecteurs vont aimer et où est-ce que ça va les toucher. Donc, tout ça pour dire que c'est ça, c'est une histoire qui est assez touchante et selon mes éditeurs, en tout cas, je pense que ça promet d'être un bon livre. On a repoussé, on s'est posé la question pour le lancement de tout ça. Ça va finalement se faire l'année prochaine. Ben, ça va être pour le mieux, en fait. Je pense que ça va être une bonne décision. Alors voilà, écoutez, qu'est-ce que j'aurais d'autre à dire? Ben, ça ressemble pas mal à ça. Memoria, c'est sorti récemment, hein, c'est sorti au début, le mois de février-mars, je me souviens plus très bien. C'est vraiment un très très beau livre. Moi, j'ai été frappé et marqué par la facture du bouquin. Je m'attendais pas à un truc aussi beau, très beau papier. Petite anecdote d'ailleurs, on avait perdu des fichiers pour ça et on s'est rendu compte que ben là, il fallait rescanner des originaux, mais des originaux qui datent de 20 ans, faits avec de l'écoline, des encres. Et évidemment, le pigment perd beaucoup. Le pigment perd beaucoup d'intensité, donc il a fallu rescanner ça, il a fallu faire ajuster les couleurs, et je me suis rendu compte aussi que j'avais perdu 2 pages. Il y a 2 pages qui n'existaient pas. Par chance, j'avais encore les noirs et blancs, et donc j'ai rescanné les noirs et blancs, j'avais l'imprimé, donc je savais de quoi ça devait avoir l'air, mais je n'étais pas pour ressortir mon airbrush, là, puis mes couleurs, puis mes vieux pots secs qui rouvrent même plus tellement ils sont collés, que je me suis dit non, bon, hein, on va essayer d'imiter la même chose que ce que je faisais à l'époque, des pinceaux et du papier. Et donc, je me suis vraiment mis à la tablette et j'ai carrément rescanné, est-ce que je l'ai ici? Ah, je ne sais pas, je ne l'ai peut-être pas ici, mais j'ai rescanné ma palette de couleurs, ma vraie palette de couleurs que j'avais fait pour tester mes encres. Je l'avais gardée. J'ai rescanné ça, je me suis fait une palette numérique
avec Photoshop. J'ai scanné le grain de mon papier pour avoir exactement le même grain que j'ai mis en dessous et avec des pinceaux qui imitent l'aquarelle, j'ai fait un truc et je vous défie de trouver les 2 pages là-dedans qui sont des pages numériques. C'est à peu près impossible à savoir. Si vous avez les anciennes versions, peut-être que vous pourrez voir la différence. Quels sont tes incontournables de lecture BD? Ben écoutez, moi je suis un. Ben moi je peux parler de bande dessinée québécoise, des incontournables. Euh, je pourrais pour donner mes coups de cœur, mes derniers coups de cœur rapidement. Jour d'attente, beau livre qui est sorti il n'y a pas très longtemps à la Pastèque. Moi j'ai été frappé par ça. En fait, je suis surtout ébahi par des gens que je connaissais pas qui arrivent avec des maturités graphiques et narratives impressionnantes. La grosse lettre qui vient de remporter le prix des libraires, ça aussi, ça, j'ai trouvé ça un livre courageux, un livre très chouette, noir, sombre, mais vraiment, on découvre une artiste. J'ai hâte de lire la suite et peut-être, tiens, je pourrais parler de Spree, hein, de Cédric Lotte. Pour moi, Cédric Lotte, c'est une légende qui faisait de la bande dessinée avant que je m'y mette moi, qui était vraiment un gars d'un talent hallucinant, une tête au-dessus de la mêlée des autres, et qui a fait publier chez Métal Hurlant, qui revient avec cet album-là. C'est vraiment très chouette de se replonger là-dedans. Et puis Contact, tiens, Contact de Mélanie Leclerc, très tendre, belle sensibilité, vraiment une très très belle lecture. Qu'est-ce que tu as fait au début de ta carrière de BDiste pour garder la motivation? J'ai l'intention de faire une BD, mais il manque un peu de motivation devant l'immensité du travail à faire. Ben, d'abord, tu ne te lances pas dans un projet trop long. Première chose, tu fais des trucs courts. Moi, je ne suis pas passé par le Fanzina, je ne suis pas passé par l'auto-édition, j'ai eu cette chance-là. Mais je dirais que honnêtement, aujourd'hui, je te dirais, va vers ça, va vers la publication sur le web peut-être, parce que là, tu vas avoir de la motivation simplement parce que tu vas avoir un feedback, les gens vont répondre, vont te donner des conseils, puis juste ça, c'est motivant pour aller vers la suite. Parlant d'imiter la peinture, en plus des trucs que vous avez expliqués, en avez-vous d'autres, comme l'utilisation de pinceaux spéciaux dans Photoshop? Écoute, j'ai pas de truc particulier, non, pas c'est Photoshop, c'est un truc. Moi, je suis sur Photoshop, d'autres sont sur d'autres trucs. Moi, je suis très texture, j'ai des lavis que je scanne, des lavis que j'ai fait à la main, je les scanne, je les superpose à mon dessin pour donner cette espèce de texture-là très organique, plutôt que d'avoir une ligne très noire, comme ça se fait de façon traditionnelle. Moi, j'aime bien le côté coup de pinceau, qu'on sente les poils du pinceau, même si ça se fait de façon numérique. J'aime le côté grain, le côté un peu sale de la texture. J'en rajoute souvent d'ailleurs. Alors, voilà. Alors, ben écoutez, merci d'avoir été là. C'était ma première expérience en live, alors j'espère que vous serez magnanime. Ben, mon Dieu, au plaisir de vous croiser pour vrai, dans la vraie vie, très bientôt. Je voudrais saluer vraiment le travail des gens qui sont derrière tout ce projet-là du Festival de BD de Montréal virtuel. C'est vraiment chapeau pour avoir réussi à faire tout ça aussi rapidement et d'être capable de prendre un vieux dinosaure comme moi et de le mettre online et ça a l'air pas trop fou. Fait que, ben voilà. Merci infiniment. Puis, ben écoute, bon festival. À bientôt. Au revoir.